Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Toujours encore un plaisir de vous retrouver pour cette édition de la grande édition du journal télévisé en langue française. À la présentation, je suis Edis Abiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition. On va commencer par la Banque nationale du Rwanda, la BNR, à travers son comité en charge de la politique monétaire qui a pris la décision de maintenir à 7,5% le taux plafond pour les prêts. Et puis le siège de la communauté est-africaine à Arusha en Tanzanie va accueillir ce vendredi le 23e sommet des chefs d'État des pays membres de cette communauté. Et puis on va faire un tour en Centrafrique où se trouvent nos correspondants, où sur place la mission des Nations Unies sur place salue le travail remarquable abattu par les forces rwandaises de défense comme contingent des Nations Unies sur place dans un pays qui a été ravagé par des conflits pour de nombreuses années. Encore une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que la Banque nationale du Rwanda, la BNR, à travers son comité de la politique, en charge de la politique monétaire, qui a décidé de maintenir le taux plafond des intérêts à 7,%, ce qui va permettre notamment que la vitesse d'inflation reste stable. Les détails ici, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. La Banque nationale du Rwanda indique que l'augmentation au marché rwandais des produits en provenance des pays de la région a beaucoup contribué à la réduction des prix, surtout ceux des produits alimentaires, où notamment le prix du kilo des pommes de terre est de 600 francs par rapport à 840, ajoutant qu'il y a espoir que la production de la saison culturelle actuelle attendue va réduire davantage la vitesse d'inflation au marché et qu'il n'y aura pas de loi restrictive à l'entrée des produits étrangers au marché national. Les chiffres révèlent qu'au cours du troisième trimestre cette année, le taux d'inflation était de 12,7% par rapport à 15,2% au second trimestre. Il est attendu que l'année va s'achever alors que le taux d'inflation est entre 2 et 8% et atteindre 6% en 2024. La Banque nationale du Rwanda indique en outre que si la valeur du franc rwandais par rapport au dollar américain a enregistré une dépréciation de 13,5% au cours des 9 premiers mois de cette année, fait que la réduction des prix au marché ne s'est pas réalisée convenablement, surtout que cela fait que ceux qui ont besoin des dollars les obtiennent avec retard, ce qui ralentit les opérations d'importation et d'exportation, impliquant en même temps le retard d'acheminement de marchandises au marché et parallèlement la hausse des prix. La Banque nationale du Rwanda a également révélé que les exportations du Rwanda ont diminué de 3,8% au cours du troisième trimestre et les importations de 3,1% et qu'en général, la balance commerciale du Rwanda a réalisé un déficit de 12,2% au cours des 9 premiers mois de cette année. Le comité en charge de la politique monétaire à la Banque nationale du Rwanda a pris la décision de maintenir à 7,5% le taux plafond pour les prêts, ce qui va permettre que la vitesse d'inflation reste stable. Merci beaucoup à Kassim Youssouf. On reste sur ce chapitre justement. On accueille le docteur Thierry Karissa qui est donc l'économiste en chef. Il est également directeur en charge de la politique monétaire et de la recherche à la Banque nationale du Rwanda. Bienvenue docteur Thierry Karissa. Merci de l'invitation. Voilà. Déjà, qu'est-ce qu'il explique déjà à cette décision, si on doit commencer par cette annonce de 7,5% du taux plafond pour les prêts? Est-ce que c'est de bon augure?
Oui, effectivement. Si vous vous rappelez, depuis l'année passée, la Banque centrale, Banque nationale du Rwanda, via son comité de politique monétaire, a décidé d'augmenter les taux. Et le taux principal, c'est le taux de la Banque centrale, ce taux qui est aujourd'hui à 7,5%. Il était à 4,5% au début de l'année 2022. Il a été augmenté graduellement jusqu'au mois d'août et la dernière décision du comité qui date d'hier est de le maintenir à ce niveau-là. La raison pour laquelle il a été décidé de maintenir le taux, c'est que le taux en ce moment est assez restrictif. Nous sommes dans une politique monétaire restrictive pour assurer la diminution de l'inflation qu'on est en train de voir en ce moment et qui va continuer dans les mois à venir. Alors, la décision d'augmenter ou non les taux est basée sur les projections de l'inflation. Les projections d'inflation que nous voyons en ce moment-là, si toutes les conditions restent les mêmes, c'est une inflation qui baisse en direction de notre target bound, qui est entre 2 et 8% d'ici la fin de l'année, et qui est environ aux alentours d'une moyenne de 6% l'année prochaine. Ce qui est en lien avec ce qu'on veut voir arriver. Donc le taux actuellement permettra cette diminution d'inflation jusqu'au niveau où on veut le maintenir. Donc il n'avait pas de raison de le changer pour le moment. Oui, puisqu'on parle de la monnaie, parlons maintenant de la santé de notre monnaie par rapport déjà au dollar américain qui semble, en tout cas, n'est pas lâché prise sur la scène internationale. Oui, effectivement, cette année est assez particulière, même l'année passée, pour la plupart des pays en voie de développement, qui ont une monnaie plus faible par rapport au dollar américain. Donc le dollar américain, l'appréciation du dollar américain continue est aussi due à ce que la Banque centrale américaine fait, d'augmenter ses taux. Jusqu'à récemment, elle a augmenté de manière significative. Donc ça a contribué à une dépréciation des monnaies plus faibles, y compris la monnaie rwandaise, donc le franc rwandais. Cette année en particulier, ce qui a ajouté à ça et qui contribue fortement à cette dépréciation, c'est que le déficit de la balance commerciale, comme il a été vu dans votre reportage, s'agrandit. La différence entre les exportations et les importations devient de plus en plus grande. Si on regarde les 9 mois qui viennent de s'écouler, dont on a les données, ça a augmenté de 12%, ce déficit. Ça met de la pression sur le franc rwandais, qui fait que la demande de dollars est plus haute. Les gens cherchent plus de dollars pour importer par rapport aux exportations qui rapportent des dollars dans le pays. Donc ce qui explique cette dépréciation qui est assez forte pour le moment. Mais nous pensons que dans les mois à venir, vu que la demande d'importation est en train de ralentir, cette demande va graduellement se normaliser pour arriver au niveau qu'on voyait dans les années passées. Cela s'explique, ça veut dire que ça nous ramène à la notion à pouvoir créer de l'équilibre entre les importations et l'importation. C'est ça. À long terme, oui. Par rapport aux produits déjà que nous exportons, avons-nous avancé sur ce terrain puisque déjà, il faut voir l'écart qu'il y avait il y a quelques mois. Est-ce que le gap s'est réduit? Temporairement au niveau du 3e trimestre, mais c'est quelque chose qui se fait graduellement et c'est quelque chose qui prendra du temps pour arriver à un niveau où le déficit de la balance commerciale arrivera là où il doit être pour un niveau d'économie comme le nôtre. Notre économie, il faut comprendre, on a besoin d'importer. La plupart des matières premières dont on a besoin pour notre industrie ne sont pas disponibles localement. Alors pour une croissance économique, pour créer de l'emploi, il faut importer. Maintenant, au fur et à mesure qu'on arrivera à un niveau de développement où on pourra créer et produire assez localement, on aura moins besoin d'importer et ce déficit se réduira. La pression était un peu plus intense cette année par rapport à d'habitude. Normalement, on voit une dépréciation assez faible. Cette année, elle est un peu plus élevée, les 13% dont on parlait sur les 9 mois. Mais on est toujours en phase de développement. Donc, on verra toujours une dépréciation
lente, mais une dépréciation progressive au cours des années à venir, jusqu'au moment où on arrivera au niveau où la balance commerciale sera le déficit sera réduit de manière très significative. Vous parlez déjà d'une dépréciation progressive, mais également nous sommes dans une période post-Covid qui continue, où plusieurs économies dans le monde sont en phase de récupération. Déjà, est-ce que, pour ce qui nous concerne, nous aujourd'hui, où en sommes-nous, par exemple, par rapport à ce retour-là à la normale? Avons-nous fait de progrès par rapport à ça? Y a-t-il des indications qui donnent des signaux verts, sinon jaunes, ou sommes-nous encore dans le rouge? Oui, effectivement. Tout à l'heure, on parlait de l'inflation, qui est le problème qu'on essaie d'adresser. Mais si on regarde la croissance économique, l'économie rwandaise est assez résiliente par rapport à tous les chocs qui se passent. Depuis la période Covid, on a une croissance forte. C'était aux alentours de double digits, à 2 chiffres en l'année 2021. 2022, c'était à 8,2. Cette année 2023, c'est estimé à être aux alentours de 6,2%. Si vous regardez ce qui se passe au niveau mondial, c'est une croissance forte par rapport au contexte actuel. Au contexte actuel où on a une croissance mondiale qui est autour de 3% et une croissance africaine qui est aussi aux alentours de 3,3% cette année. Donc nous avons une des plus fortes croissances du continent et ça c'est attribué à ce qui se passe au niveau des services. Les services, vous l'avez bien expliqué, la période Covid était une période où il n'y avait pas d'activité et depuis la réouverture des activités, les services et l'industrie, mais spécifiquement les services, ont cru à ont eu un fort taux de croissance. Surtout les services qui sont liés au tourisme, les conférences, les différents visiteurs qui arrivent chaque jour au Rwanda. Donc on anticipe que ça continuera, même l'année prochaine. Pour répondre à votre question, la plupart des secteurs, sinon tous les secteurs, ont déjà dépassé le niveau où ils étaient en 2019. Donc on peut dire qu'on est revenu de Covid et maintenant on continue dans une croissance normale. Avons-nous peut-être, il y a également par exemple des secteurs qui ont enregistré des résultats spectaculaires. Vous avez cité le tourisme. Est-ce qu'après la période Covid, y a-t-il eu d'autres secteurs également qui se sont distingués et qui aujourd'hui, on peut dire, ces secteurs constituent une lueur d'espoir pour ce retour-là à la normale, sinon cette flambée-là ou cette hausse ou ce départ à nouveau des activités avec un espoir d'une bonne santé économique? Oui, effectivement. À part le tourisme, il y a d'autres services spécifiquement ICT, les nouvelles technologies, de l'information. Nous avons aussi les services financiers et les services de commerce qui ont fortement augmenté depuis la réouverture des activités post-Covid. L'industrie était un des premiers services qui a augmenté rapidement parce que dès que ça a rouvert, l'industrie a montré une forte croissance. Maintenant, puisque ça atteint le niveau pré-Covid, ça augmente de manière modérée, mais nous voyons plus récemment aussi un rebond dans les activités de construction. Ce qui est un bon indicateur de croissance. Normalement, la croissance rwandaise aussi est fortement affectée par les activités de construction. Vous pouvez voir ce qui se passe autour de Kigali et même en dehors, la construction de routes, d'infrastructures, etc. Donc, ce sont ces services et la construction qui sont les principaux vecteur de croissance. Encore un autre secteur dont on parlait lié à l'inflation, on a dit que cette année, la production agricole était assez modérée, assez relativement faible par rapport à ce qu'on voyait d'habitude. Mais on anticipe une normalisation de cette production. C'est-à-dire à partir de ce mois-ci et le mois prochain, on a une nouvelle saison agricole qui sera une récolte qui sera sur le marché. Et donc l'année prochaine, avec la normalisation de l'agriculture,
ça pourra aussi contribuer positivement. Les projections sont positives. Justement, peut-être aussi pour terminer, j'aimerais savoir, nous allons vers la fin de l'année et nous savons que c'est une période où souvent il y a une spéculation sur le marché, il y a la période de festivités. Avons-nous aujourd'hui, par exemple, de politiques claires à pouvoir peut-être empêcher des spéculations sur le marché dues justement à cette période? Et surtout que c'est aussi une période spéciale où, en tout cas, les économies des pays, d'une manière générale, ne sont pas forcément très bonnes. Avons-nous ici, localement, par exemple, pris des décisions qui s'imposent? Vous parlez de la spéculation sur les prix? Oui, sur les prix, oui. La spéculation sur les prix, c'est quelque chose qui est, je sais, qui est, comment on dit, monitoring, contrôlé ou... contrôlé, oui. Contrôlé, oui, de manière très stricte par le ministère en charge du commerce. Et je suis sûr qu'ils sont en train de prendre toutes les décisions et les mesures possibles pour que ça n'arrive pas. Vous avez... Bien sûr, toute période de forte demande peut lier à ce genre de cas, mais c'est assez limité au Rwanda vu les inspections et le travail qui est fait par le ministère du Commerce. De notre côté, on regarde plutôt aussi la spéculation sur le marché de change et des décisions sont prises pour limiter au maximum aussi la spéculation sur le marché de change. Donc, à la fin, l'objectif d'un point de vue économique, c'est de dire que ce soit le prix du franc rwandais, c'est-à-dire le taux de change, ou le prix des biens à la fin, doit strictement refléter la demande et l'offre, et pas autre chose. Pour terminer, c'était une année cruciale pour ce qui est de l'implémentation et de la mise en, disons, une année cruciale pour l'Union africaine de pouvoir vivre enfin la ZLECAf. Qu'en est-il de la mise en place, en vigueur et surtout la réalité? Avons-nous quitté les textes? Vivons-nous effectivement la ZLECAf, là je parle de la zone de libre-échange économique continentale. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Est-ce que ça affecte nos économies de manière positive aujourd'hui? Alors, l'objectif de la ZLECAf, c'est bien sûr d'affecter toutes nos économies en Afrique de manière positive. Et c'est ce qui va se passer. C'est assez lent à démarrer, mais ça a démarré. Ça patauge encore? On va dire qu'il y a eu du temps pour se mettre d'accord au niveau des pays sur plusieurs, parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs négociations qui se passent. À partir du moment où on enlève les taxes sur l'importation, il faut que tous les pays se mettent d'accord sur quels sont les biens et services qui sont concernés par cette exonération de taxes. Ça a pris du temps, mais le Rwanda et certains pays ont déjà commencé à échanger. Donc ça a commencé, mais ça a juste pris un peu plus de temps. Mais c'est toujours un projet que nous pensons, au moins au niveau économique, nous pensons sera très bénéfique pour toutes nos économies. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes Thierry Kalissa, directeur en charge de la politique monétaire et de la recherche, également l'économiste en chef à la Banque nationale du Rwanda. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci beaucoup. Voilà. Poursuivons notre journal avec la mission des Nations Unies en République centrafricaine qui salue la contribution et l'impact du contingent rwandais qui non seulement sur le plan de la sécurité mais également le bien-être social, le contingent rwandais continue à se démarquer. Les détails, c'est avec notre confrère Jean-Damascène Manishim. Des mouvements de va-et-vient dans la capitale centrafricaine, Bangui. Sans crainte, la population va à ses occupations, notamment des affaires commerciales variées. Et 3 ans après l'intervention des forces rwandaises de défense dans ce pays, à l'époque ravagé par un conflit armé qui opposait les milices Seleka et Anti-Balaka, la vie est revenue et les citoyens peuvent mener leurs activités sans difficulté. À Bangui, la capitale, l'activité prédominante est le commerce, qui se pratique jusqu'aux heures tardives de la journée.
En plus du maintien de l'ordre, les forces rwandaises de défense assurent la formation des forces centrafricaines, tout en contribuant à la démobilisation et à la réintégration des ex-milices qui combattaient le pouvoir de Bangui. Les forces rwandaises en Centrafrique mènent également d'autres activités visant l'amélioration du bien-être de la population, comme la construction des écoles, les activités communautaires pour assurer la salubrité de la ville, sans oublier de donner des soins médicaux à la population. Dans un point de presse à Bangui, le commandant-chef de la mission onusienne Centrafrique, le lieutenant-général Humphrey Nyone, a indiqué que les forces rwandaises en mission en République centrafricaine se distinguent par une excellente discipline en accomplissant des activités extraordinaires. Here we operate under very difficult circumstances. Ici, nous opérons dans des circonstances très difficiles. Les Rwandais assurent la protection de la présidence. Eh bien, c'est une confiance qui vient de la haute hiérarchie pour ce contingent qui protège la présidence. Non seulement la présidence, mais aussi certains ministres et juges. Nous avions un problème. Le convoi de l'ONU qui approvisionné cet endroit depuis Douala était des fois bloqué par les hommes armés. Mais les Rwandais venus, dans 2 semaines seulement, s'étaient résolus. Évidemment, il y avait d'autres forces. Mais nous avons cru au contingent rwandais qui a vite chassé ces éléments et il a ouvert la voie jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, aucun élément ne cause problème le long de cette localité grâce aux Rwandais. C'est un exemple de la contribution en termes de stabilisation. Un autre exemple, ce contingent est ici et Bangui est bien sécurisé. Le commandant de ce contingent est là, il mène des patrouilles jour et nuit et grâce à eux, Bangui est sécurisé. Because of them, part of the contribution, Bangui is safe. Actuellement, le Rwanda dispose de 2000 forces en République centrafricaine, soit 1200 qui sont dans la mission onusienne et 800 autres envoyés dans le cadre des accords bilatéraux entre le Rwanda et la République centrafricaine. Merci beaucoup à Jean-Damascène Manishimnge. On reste dans la région, cette fois-ci dans la communauté est-africaine avec le sommet, le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui est donc attendu pour ce vendredi au niveau de Arusha en Tanzanie où à l'agenda de ce sommet figurent notamment des discussions dès ce jeudi à propos de la sécurité alimentaire et du changement climatique. Le secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est, Peter Mathuki, indique que les chefs d'État des pays membres de cette communauté vont en outre parler de la paix et de la stabilité au niveau de la région et particulièrement la région, notamment l'Est de la République démocratique du Congo où depuis plusieurs mois maintenant sévit un conflit entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais. On écoute ici Peter Mathuki, il est secrétaire général de l'EAC. We must have a conversation to ensure the people of East Africa are food secure. Nous devons avoir une conversation afin de rassurer la population que l'Afrique de l'Est jouit de la sécurité alimentaire et c'est pour cette raison qu'il s'agit d'un événement important au cours duquel les chefs d'État vont rassurer la population qu'ils se soucient de son bien-être lorsqu'il s'agit des choses fondamentales comme la nourriture. C'est pour cette raison que les chefs d'État se sont engagés à être personnellement ici afin de démontrer à la population d'Afrique de l'Est qu'ils sont à l'écoute des problèmes qui les affectent et que l'une des choses fondamentales est la sécurité alimentaire. C'est donc pourquoi ils vont se rencontrer ce 24 et en prélude, ce jeudi, on va discuter à propos de tout cela. Le 24, le sommet va se tenir et parmi les sujets à l'agenda que les chefs d'État vont discuter, l'on trouve bien sûr la sécurité alimentaire et le changement climatique, mais ils discuteront aussi de l'avenir de cette communauté. La communauté s'agrandit. On se souvient que la communauté a débuté avec 3 États partenaires et maintenant nous sommes 7.
et nous nous étendons et on sera encore plus nombreux à l'avenir. Ce sont donc là les décisions dont les chefs d'État vont discuter demain, mais ils vont également débattre de la paix et la stabilité dans notre région, parce qu'on ne peut pas prospérer, on ne peut pas grandir en tant que communauté si on n'est pas stable. C'est là donc le point clé de l'agenda et nous continuons à soutenir la stabilité de notre région et particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Ils vont en outre discuter de la consolidation financière parce que c'est important, d'autant plus que la communauté s'agrandit et cela provient des différentes dynamiques et ils vont s'assurer que la communauté reste forte et solide. On va donc discuter sur comment renforcer la stabilité financière de notre communauté. Peter Mathuki, le secrétaire général de l'EAC, au micro de notre confrère Pasco Buhura, dans une traduction de Kassim Youssouf. On revient ici au pays, au nord du pays, dans le district de Musanze, où plus de 80 ex-combattants qui sont rentrés de forêt de la République démocratique du Congo. Ces derniers ont été réintégrés ce jeudi après une formation qu'ils avaient suivie au camp de Mutobo, dans le nord du Rwanda. La présidente de la commission de démobilisation et réinsertion, Valérie Nyirahabineza, indique que la commission intensifie une campagne de sensibilisation afin que ceux-là qui restent encore actifs, notamment dans la partie est de la RDC, puissent rentrer au bercail. On écoute ici Valérie Nyirahabineza. On vient de démobiliser 84 personnes, dont 55 ex-combattants, parmi lesquels 5 femmes et 50 hommes. Il y a aussi des dépendants, mais il y a aussi des enfants aussi, 41 enfants, parce que lorsque nous les recevons, nous recevons pour tout le monde, sans distinction aucune. Donc, on a la chance que pour le moment, même si les gens sont en train de venir à compte-gouttes, on a la chance qu'au moins, il y en a qui viennent, il y en a qui arrivent. Et ils nous promettent, comme le cas là que nous venons de démobiliser vient de nous le promettre, ils viennent de nous promettre qu'ils vont servir d'ambassadeurs du Rwanda pour que, le cas échéant, ils appellent ceux-là qui sont encore en train de courir ou d'errer ou de mener des hostilités à partir de la RDC. Ils vont leur demander de déposer les armes et de rentrer au pays, et aller donc avoir cette formation que nous leur avons donnée et être réintégrés dans leurs communautés respectives. Donc nous avons espoir parce que nous avons aussi discuté avec certains de nos partenaires, dont la MONUSCO, et ils nous ont promis qu'ils viennent de désigner une feuille de route que nous allons considérer ensemble, donc la MONUSCO et la commission de démobilisation, pour que le cas échéant, si la feuille de route est adoptée, ils puissent aller vers les fins fonds de la RDC pour mener une campagne de sensibilisation et convaincre ces gens-là à rentrer au pays. Et pour terminer ce journal, un coup d'œil sur les procès en rapport avec les génocides commis contre les Tutsis qui se déroulent à Bruxelles, en Belgique, à la deuxième semaine des audiences dans l'affaire Sosten Munyemana à la cour d'assises, à la cour d'assises de Paris. Un témoin cité par le ministère public a indiqué à la cour que Munyemana figurait parmi les autorités qui donnaient des ordres dans la ville de Butare, au sud du Rwanda, pendant le génocide commis contre les Tutsis. Le témoin entendu par la cour mercredi a quant à lui évoqué le déroulement des massacres sur la colline de Tumba dans la ville de
de Butare, au sud du Rwanda, je le disais, l'organisation des rondes nocturnes pour arrêter les Tutsis qui tentaient de fuir. Ce témoin, qui était gendarme à Butare en 1994, a indiqué que l'ordre qui a d'abord été donné était celui de tuer d'abord les hommes Tutsis, surtout les gens importants, puis le pauvre de sexe masculin, puis les femmes et les jeunes filles, après notamment les avoir violées, et donc venu l'ordre ensuite de tuer tous les Tutsis, a donc ajouté ce témoin. Et c'est donc par cet élément sur ce procès en rapport avec les génocides perpétrés contre les Tutsis qui se déroulent à Paris, en France, que nous mettons un point final. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Kanzaire Laonsi. En mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.